Dans cette vidéo, nous allons aborder les outils de développement et nous allons parler plus particulièrement des classes et de leurs attributs. Cette vidéo fait suite à la vidéo introductive de Masao dans laquelle je passe en revue les différents onglets que l'on retrouve au bas de l'écran. Dans la première vidéo, nous avions considéré que les produits étaient des plats et nous avions créé l'événement Dîner chez Bob. J'avais très rapidement montré quelques possibilités offertes par l'outil de développement, comme par exemple la possibilité de modifier le nom produit en plat. Je vais revenir en détail sur le changement de nom d'une classe au cours de cette vidéo, et même montrer comment modifier l'icône. Mais je vais d'abord faire une petite introduction théorique sur ce qu'est une classe, une instance et ce qu'est un attribut de classe. Ensuite, je reviendrai à la pratique et je montrerai comment ajouter et supprimer des classes et des attributs de classe. Le but de cette introduction théorique est de montrer comment les objets de DataLisp sont structurés. Une fois que l'on a compris comment les classes, instances et attributs de classe s'articulent, il sera beaucoup plus facile d'entrer dans l'outil de développement. La première question que l'on peut se poser est « qu'est-ce qu'un objet ?» On peut bien sûr trouver sur Internet plusieurs définitions, tout aussi bonnes les unes que les autres, en fonction du contexte dans lequel ces objets sont utilisés. Mais ici, je vais parler des objets de DataLisp. Et pour DataLisp, un objet est une liste de paires, propriétés, valeurs, que l'on peut représenter comme une petite table à deux colonnes. Alors, supposons que l'on veuille enregistrer dans DataLisp un objet comme ça. Quelles sont les propriétés que l'on va inscrire? Qu'est-ce qu'on va dire pour décrire cet objet? Eh bien, la première chose qu'on a envie de dire concernant cet objet, c'est que c'est une table. La première propriété que j'inscrirai est donc le nom de cet objet, une table. On peut maintenant décrire cette table plus précisément et dire qu'elle est verte. Et on peut continuer ainsi en précisant sa longueur de 1,50 m et on peut aussi rajouter sa largeur, sa hauteur, etc. Représenter un objet de cette manière, c'est déjà pas mal, mais on se rend vite compte que ce n'est pas vraiment suffisant. Parce que cette représentation d'objet représente quoi exactement? Est-ce que cela représente vraiment la table verte qui se trouve dans mon jardin? Ou bien est-ce que cela représente de manière plus générale le concept de table verte? Ou encore, est-ce que cela représente l'ensemble de toutes les tables vertes qui ont exactement ces dimensions? On sent bien qu'il y a un rapport entre cette description et l'objet, mais on ne parvient pas à voir clairement à quel niveau se situe cette description. De plus, le choix des propriétés est ici tout à fait libre. En fait, cela pourrait sembler être un avantage. Mais si je veux répertorier toutes les tables que j'ai chez moi, ce serait plutôt utile que je décrive chaque table en utilisant exactement les mêmes propriétés, pour pouvoir par exemple les comparer. Si pour certaines tables, je donne des dimensions précises en centimètres, mais que pour d'autres, je donne une simple description comme petite table basse, si je fais cela, j'obtiendrai très rapidement un ensemble assez chaotique d'objets. Je ressens donc implicitement qu'il faudrait un minimum d'organisation et de contraintes sur les propriétés d'une table. Et c'est pour répondre à ces questions que l'on va commencer à particulariser ces objets en leur donnant des rôles différents. Et c'est ainsi que l'on va avoir des objets classes et des objets instances. Alors, c'est quoi une classe et c'est quoi une instance? Avec l'exemple de la table, j'ai déjà esquissé la dichotomie qui existe entre le concept de table verte et la table verte qui se trouve dans mon jardin. Mais pour clairement expliquer ce qu'est une classe et ce qu'est une instance, je vais faire une analogie dans le monde architectural. Voici un plan de maison. Tout le monde sait ce qu'est un plan et personne ne va se mettre à confondre un plan avec une maison. Ce sont deux choses bien différentes. Alors sur le plan, il est sans doute indiqué de quel plan il s'agit. Il s'agit d'un plan de maison. Ce n'est pas le plan d'un bateau ni d'un lave-vaisselle. Un plan de maison est donc utilisé pour construire une maison. Le plan définit toutes les caractéristiques qu'aura la maison. Et de plus, avec le même plan, rien ne nous empêche de construire une deuxième maison, de même qu'une troisième. Eh bien, on va dire, en première approximation, que le plan, c'est l'équivalent de la classe. Et les maisons, ce sont les instances de cette classe. Ok, c'est bien joli tout ça, mais cela nous mène où? On a dit qu'une classe est un objet. Et donc, comme tout objet dans DataLisp, il se représente par une liste de paires, propriétés, valeurs. La première propriété de classe
va permettre de distinguer cette classe des autres classes. De même que sur un plan de maison, il est indiqué qu'il s'agit d'un plan de maison et non d'un lave-vaisselle, eh bien, la classe aura comme propriété un identifiant qui indique qu'il s'agit de la classe maison. Ensuite, la classe va définir toutes les caractéristiques d'une maison. En fait, elle va définir la liste des propriétés que peut avoir une maison, c'est-à-dire la liste des propriétés que peut avoir une instance. Car les instances, ce sont aussi des objets, et sont donc aussi représentés par des paires propriétés-valeurs. Une première propriété d'instance, maison, pourrait par exemple être la couleur du toit. Ce terme « couleur du toit » est une donnée, une valeur au niveau de la classe, mais c'est une propriété au niveau de l'instance. On se rend maintenant compte qu'on arrive à la limite avec l'analogie du plan d'architecte. En effet, une classe est beaucoup plus puissante qu'un plan. Alors qu'un plan de maison décrit un type de maison particulier, la classe maison permet de décrire plusieurs types de maisons. Elle représente le concept de maison encore mieux qu'un plan. Par exemple, on peut ajouter la propriété nombre de chambres, et les différentes instances peuvent avoir des valeurs différentes. Et on peut continuer ainsi et ajouter si la maison a un feu ouvert, et même qui est le propriétaire. Bien, analysons un peu plus en détail ce que l'on vient de faire avec une classe et une instance. Premièrement, une classe possède un ensemble de propriétés fixes et prédéfinies, comme ici identifiant et liste des propriétés des instances. Cette liste n'est pas modifiable, car c'est DataLisp qui fixe cette liste des propriétés des classes. Par contre, une instance possède l'ensemble des propriétés fixées par sa classe. Et là, cette liste est modifiable car elle est définie par celui qui construit la classe. Une instance ne peut pas avoir d'autres propriétés que celles définies par sa classe. Deuxièmement, dans ce que l'on a décrit jusqu'ici, les valeurs des instances peuvent être n'importe quoi. Nous avons inscrit que la couleur du toit de la maison est bleue, mais on aurait très bien pu écrire 145 ou Saturne. À nouveau, on se rend compte qu'il faudrait organiser cela. Il faudrait pouvoir indiquer que la couleur du toit doit être une couleur, que le nombre de chambres doit être un nombre, que la valeur de la propriété feu ouvert doit être une valeur booléenne, c'est-à-dire oui ou non, et que le propriétaire doit être un lien vers un autre objet. Et c'est pour pouvoir indiquer ce type d'information que je vais maintenant introduire une troisième sorte d'objet que l'on retrouve dans DataLisp, les attributs de classe. Alors, qu'est-ce qu'un attribut de classe? Eh bien, un attribut de classe est un objet qui va regrouper toutes les informations concernant une propriété d'une instance, comme par exemple la propriété couleur du toit qui doit être une couleur. De plus, cet objet attribut de classe, comme son nom l'indique, est associé à la classe. On a donc que la classe maison possède un lien vers un objet attribut dont l'identifiant est couleur toit. Cet attribut possède une propriété type dont la valeur est couleur. Et cet attribut représente une propriété que peut avoir une instance de maison. L'avantage de l'objet attribut est que DataLisp va pouvoir y ajouter toute une série d'informations supplémentaires concernant cette propriété de l'instance. Par exemple, on va pouvoir indiquer comment cette propriété va être affichée, ou encore indiquer si la valeur de cette propriété est confidentielle. Donc j'ai parlé des propriétés privées dans la première vidéo sur Mazao. Nous avons donc un attribut pour la couleur du toit. On va donc continuer et créer de la même manière un attribut pour le nombre de chambres, pour le feu ouvert et pour le propriétaire. Et finalement, nous obtenons une structure comme ceci. Nous avons une classe qui possède une liste d'attributs et chaque attribut définit une propriété que peut avoir une instance de la classe. Et c'est donc avec ce schéma bien en tête que nous allons pouvoir entrer dans le détail des outils de développement de Mazao. À la fin du dîner chez Bob, nous avons regardé le film Superman. Et j'aimerais pouvoir enregistrer cette information dans mon objet Dîner chez Bob. Il faudrait donc que j'ajoute dans la classe événement un attribut film regardé. Et l'événement Dîner chez Bob aurait donc une propriété film regardé pour lequel je pourrais noter Superman. Mais j'aimerais que ce film ne soit pas un simple texte qui donne le titre du film. J'aimerais que chaque film soit un objet dans lequel je puisse inscrire le titre, l'année,
ajouter quelques photos et que je puisse relier cet objet à d'autres objets. Pour cela, je dois donc créer une nouvelle classe Film, et l'instance Dîner chez Bob aura un lien vers une instance de la classe Film. Pour créer une classe, j'ai besoin des outils de développement. Pour pouvoir accéder aux outils de développement, il faut d'abord les rendre visibles. Pour cela, je vais dans l'onglet « Réglages ». Il faut débloquer cette fonctionnalité dans la boutique et également s'assurer que l'interrupteur « Outils de développement » soit sur la position « Ouvert ». Cet interrupteur permet de montrer ou cacher les onglets d'outils dans la barre d'onglets. Ces onglets d'outils se distinguent par leur couleur brune. Comme nous voulons créer une classe, cliquons sur l'onglet « Classe ». À gauche, nous avons la liste des classes. Et nous reparlerons de la partie droite de l'écran plus tard. Cette liste est en réalité une vue arborescente des classes existantes de Mazao. Tout en haut, nous avons la superclasse, qui s'appelle Objet. Toutes les autres classes sont des sous-classes de la classe Objet. Nous reconnaissons les 4 classes de Mazao, Produit, Contact, Tâche, Événement, qui correspondent aux 4 premiers onglets que l'on retrouve au bas de l'écran. Pour le moment, dans cette version 1.04 de Mazao, seule la classe Objet peut avoir des sous-classes. Nous avons donc actuellement une arborescence de classes qui n'accepte qu'un seul niveau de profondeur. Ainsi, pour le moment, la classe Produit, qui est une sous-classe de Objet, ne peut pas avoir elle-même de sous-classe. Par contre, je peux ajouter dans Objet autant de sous-classes que je veux. Eh bien, voyons maintenant comment créer notre nouvelle classe Film. Pour ajouter une classe dans la liste des classes, il faut cliquer sur le bouton Ajout qui se trouve dans la barre de titre. Apparaissent alors un ensemble de nouveaux boutons Ajout en face de chaque classe. Chaque bouton vert permet de faire des ajouts dans la classe correspondante. Pour ajouter une classe, mon seul choix actuellement est d'ajouter une sous-classe à la classe Objet. Donc, j'appuie sur le signe plus devant la classe Objet et j'obtiens un menu qui me propose d'ajouter une sous-classe dans la classe Objet. Annulons cette opération et voyons ce qui se passe si je clique sur le bouton d'ajout en face de la classe Produit. J'obtiens alors un menu qui me permet d'ajouter un attribut. On remarque donc qu'on peut ajouter une sous-classe uniquement dans la classe Objet, tandis qu'on peut ajouter un attribut uniquement dans les autres sous-classes. Je reclique donc sur le bouton d'ajout de la classe Objet, puis je clique sur « Ajouter une sous-classe ». Mazao me demande alors l'identifiant de la nouvelle classe. Un identifiant est un nom unique qui permet d'identifier la classe. Il ne peut pas y avoir 2 classes avec le même identifiant. Un identifiant doit être une chaîne de caractères qui ne contient que des caractères alphanumériques et des traits d'union. Un identifiant ne peut donc pas contenir d'espace. Notez que l'identifiant de la classe n'est pas la même chose que le nom de la classe. Le nom de la classe, c'est ce qui est affiché à l'écran et est visible par l'utilisateur. Par contre, l'identifiant est comme une clé d'accès interne, cachée à l'utilisateur et utilisée par le langage Lisp. Le nom de la classe peut être multilingue, alors que l'identifiant reste inchangé quelle que soit la langue. Je vais revenir sur le nom de la classe juste après. Comme identifiant pour ma classe Film, je vais choisir le mot anglais « Movie ». Cela me permettra de bien voir la différence entre l'identifiant et le nom de la classe. Par convention, l'identifiant est habituellement entièrement en minuscules. Vous pouvez utiliser des majuscules, mais faites attention car un identifiant est sensible aux majuscules et minuscules. Je vais donc introduire « Movie » et je clique « OK ». Et j'ai ma nouvelle classe dont l'identifiant est « Movie ». Dans la partie droite de l'écran sont affichées toutes les propriétés de la classe. Attention, ce sont les propriétés intrinsèques à la classe. Il ne s'agit pas des attributs de la classe qui, eux, représentent les propriétés des instances. Et nous parlerons des attributs plus tard. Et donc, parmi les propriétés de la classe, je retrouve l'identifiant de la classe Movie. Et juste en dessous, je vois la propriété nom de la classe. Cette propriété n'a pour le moment pas de valeur. On remarque que tant qu'une classe n'a pas de nom, Mazao va afficher son identifiant à la place du nom, comme ici dans la liste des classes ou ici dans la barre de titre de la classe Movie. Ajoutons un nom à la classe et là, je vais noter Film. On remarque que dès que la classe possède un nom, c'est le nom de la classe qui est utilisé pour représenter cette classe et plus son identifiant.
Le nom de la classe est donc simplement une information cosmétique. Changer le nom de la classe ne change absolument rien quant au fonctionnement de l'application. Par contre, l'identifiant est fondamental. Et si on le modifie, il faut bien savoir ce que l'on fait. On constate aussi que dans la liste des classes, le nom de la classe est noté en noir, alors que les autres classes sont notées en brun. En fait, les classes brunes sont les classes prédéfinies par Masao. Et ces classes sont protégées, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de les supprimer et certaines propriétés ne peuvent pas être modifiées. Mais revenons aux propriétés. La propriété suivante est un interrupteur montré dans la barre d'onglets. Si j'active cet interrupteur, le nom de la classe sera affiché dans la barre d'onglets. Nous voyons ici que la classe Film s'est intercalée entre la classe Événement et le calendrier. En fait, pour placer les onglets, Masao suit simplement l'ordre des classes telles qu'elles apparaissent dans la liste ici à gauche. Pour déplacer l'onglet Film, il suffit de déplacer la classe Film dans l'arborescence. Je vais donc placer ma classe Film entre les classes Produit et Contact. Et effectivement, l'onglet Film est maintenant le deuxième onglet entre les onglets Produit et Contact. Nous avons donc créé notre nouvelle classe Film et je peux maintenant cliquer sur OK dans ma liste des classes pour quitter le mode Ajout. Les propriétés d'une classe sont divisées en trois sections. Nous avons d'abord les propriétés qui concernent directement la classe elle-même, comme son identifiant ou son nom. Et ces propriétés sont regroupées dans la section « Description de la classe ». Nous avons ensuite les propriétés qui concernent chaque instance de la classe. Cette section s'appelle « Description d'une instance ». Mais attention, encore une fois, il ne s'agit toujours pas des attributs, ni des propriétés des instances. Il s'agit ici des propriétés de classe qui définissent certaines caractéristiques des instances. Ainsi, par exemple, la première propriété de cette section est « Titre d'une instance ». La valeur de cette propriété est une expression Lisp qui permet de combiner des propriétés de l'instance afin d'en obtenir le titre. Ainsi, par exemple, pour un produit, le titre d'une instance est soit sa désignation, soit sa localisation. Pour une tâche, son titre est tout simplement la propriété description de la tâche. Cette deuxième section regroupe donc les propriétés qui participent à la description d'une instance. Et la troisième section, description de la liste de toutes les instances, regroupe les propriétés de la classe qui concernent la liste des instances de cette classe. Pour mieux vous expliquer de quoi il s'agit, je clique sur l'onglet Film. J'affiche ainsi à l'écran la liste de toutes les instances Film. Pour le moment, je n'ai aucune instance et cette liste est vide. Mais cette troisième section concerne l'organisation et la visualisation de cette liste d'instances. De même, certaines propriétés de la deuxième section agissent sur la vue des instances, ici, dans la partie droite de l'écran. Mais revenons à notre première section de notre classe Film. Nous avons déjà parlé de l'identifiant de la classe et nous avons nommé notre classe Film. Le nom d'une classe peut être utilisé dans différents contextes. Comme ici, le nom est repris dans la liste des classes. De même, si on a choisi de montrer la classe dans la barre d'onglets, son nom se retrouve également indiqué dans l'onglet. Et là, si on fait attention aux autres onglets, on constate que le nom des classes est au pluriel. Et c'est logique car l'onglet Produit, par exemple, permet d'obtenir la liste de tous les produits que nous avons dans la base de données. Mais pour l'onglet Film, la classe est au singulier. C'est comme si l'on n'aurait qu'un seul film dans la base de données. Il nous faut donc pouvoir indiquer la forme plurielle du mot film, et Masao va alors utiliser cette forme plurielle partout où c'est nécessaire et en particulier dans l'onglet. Alors plutôt que d'ajouter une autre propriété qui serait nom de la classe au pluriel, Masao va permettre d'inscrire toutes ces informations dans la propriété nom de la classe. Et pour cela, derrière le mot film au singulier, on va ajouter un séparateur, barre plus 2 points, suivi du mot film au pluriel. En ayant fait cela, on constate maintenant que l'onglet Film est au pluriel, alors que le nom de la classe dans la barre de titre est toujours Film au singulier. Le nom d'une classe se compose donc de plusieurs parties, séparées par une barre verticale. La première partie est le nom par défaut.
Les autres parties, qu'on appelle des variations, sont préfixées d'un indicateur. Ici, le signe plus est l'indicateur de la forme plurielle. Comme de manière générale, un indicateur peut comporter un nombre quelconque de caractères, on place un 2 points pour séparer l'indicateur du texte lui-même, ici film au pluriel. Cette convention de variation permet ainsi d'ajouter toutes sortes de méta-informations à propos du nom. Par exemple, si on regarde le nom de la classe tâche, on voit que le nom a une variation supplémentaire avec l'indicateur G et le texte qui est simplement la lettre F. En fait, cette variation permet d'indiquer que ce nom tâche est du genre féminin, d'où le G pour genre et le F pour féminin. Lorsque la variation G n'est pas présente, le nom est considéré comme masculin ou neutre en fonction de la langue. Cette information sur le genre du nom est utile lorsqu'on veut afficher un message qui contient le nom de la classe et qui doit être grammaticalement correct. Par exemple, si je crée une nouvelle tâche, dans la liste des tâches, je vois maintenant « nouvelle tâche » et pas « nouveau tâche », car le mot « tâche » est féminin. Datalisp utilise donc cette information concernant le nom de la classe pour ajuster ces messages. Maintenant que l'on a compris comment fonctionne la propriété nom de la classe, on peut modifier le nom de la classe produit en plat comme nous l'avions rapidement montré dans la première vidéo. Allons donc dans la classe produit, passons en mode édition, et on peut maintenant modifier le nom singulier et pluriel en plat. Et voilà, partout le nom produit a été remplacé par le mot plat. Dans l'onglet, dans la liste des classes, et même dans l'événement Dîner chez Bob, nous avons la section plat. Bien sûr, l'identifiant de la classe reste product. Product est le nom interne de la classe. Si on veut effectuer une opération sur cette classe à l'aide du langage Lisp, on va utiliser l'identifiant de la classe et donc product. Grâce à l'interrupteur montré dans la barre d'onglets, nous avons ajouté un onglet Film. Et si je peux ajouter des onglets, je peux également en retirer. Par exemple, si dans ma base de données je n'utilise pas les tâches, je peux très bien supprimer l'onglet Tâches. Pour cela, il suffit d'aller dans la classe Tâches, de passer en mode édition et de fermer l'interrupteur qui montre cette classe Tâches dans la barre d'onglets. Et voilà, dans la barre d'onglets, nous avons maintenant notre classe Film et nous n'avons plus les tâches. Pour le moment, l'onglet Film affiche comme icône l'icône Objet. Pour modifier cela, nous avons la propriété icône de la classe. La valeur de cette propriété est une image qui sera utilisée comme icône pour cette classe. Pour ajouter une icône, il suffit de cliquer sur le bouton Ajout de la propriété. Et on procède exactement de la même manière que pour ajouter une photo dans une instance, comme nous l'avons déjà vu dans la vidéo d'introduction à Mazao. Étant donné que cette photo sera utilisée comme une icône, il vaut mieux choisir une image qui se prête à devenir une icône. Mais voyons ce qui se passe si je prends une photo ordinaire. J'ai par exemple ici une très jolie image d'un ancien projecteur. Mazao convertit la photo pour la rendre en noir et blanc, va augmenter les contrastes et finalement transformer le niveau de gris en niveau de transparence. Parfois, le résultat sur une photo peut être très bien, mais c'est plutôt rare. Ici, l'icône, quand elle est en petite taille, ne donne pas grand-chose. Il vaut donc mieux choisir une image qui ressemble déjà à une icône. Donc on va rechoisir une autre icône. Et ça, c'est déjà beaucoup mieux. En dessous de la propriété icône de la classe, nous avons la propriété code pour l'icône de la classe. Cela signifie que plutôt que de choisir une image, on peut écrire du code Lisp qui fournit une icône. Le code Lisp le plus simple pour obtenir l'image d'une icône est la fonction icon, qui va rechercher une icône dans la bibliothèque d'icônes de Mazao. Et par exemple, on peut écrire icon movie. On constate que rien ne change. C'est parce que si en même temps on donne une image et qu'on écrit du code Lisp, c'est l'image qui est utilisée. Pour pouvoir activer le code Lisp, je vais donc supprimer l'image. Et maintenant, c'est l'icône Movie de Datalisp qui est utilisée comme icône pour ma classe Film. Je ferai plusieurs vidéos à propos de la programmation en Lisp,
et donc je n'entre pas plus en détail sur ce point ici. Pour le moment, je vais remettre l'icône avec la bobine de film. Et voilà. Mais maintenant que je sais comment modifier l'icône d'une classe, essayons de modifier l'icône de la classe plat. Passons en mode édition, et je vois ici que Masao utilise comme icône l'icône Product. Comme c'est une classe protégée, je ne peux même pas modifier ce code Lisp. Par contre, l'attribut icône de classe est disponible. Je vais donc pouvoir ajouter une image qui sera mon icône de la classe plat. Et voilà, mon icône plat est maintenant un petit bol. Ok, j'ai donc maintenant ma classe plat et ma classe film. Je vais maintenant, temporairement, faire une pause dans la description des propriétés de la classe, car il est temps d'ajouter quelques attributs dans ma classe film. En effet, il est super d'avoir un nouvel onglet film, mais que se passe-t-il si j'essaye de créer une instance de ma classe film? Appuyons sur le bouton Ajout, et j'obtiens une instance Nouveau film. C'est génial, sauf que la partie droite de l'écran est vide. Mon instance Nouveau film ne possède aucune propriété. Et je ne sais même pas appuyer sur le bouton OK car il est grisé. Pour ajouter des propriétés dans une instance, il faut que j'ajoute des attributs dans la classe. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. L'ajout et la suppression des attributs se fait depuis l'arborescence des classes. Devant chaque classe se trouve un petit triangle bleu. Il s'agit d'un bouton qui permet de montrer ou cacher les objets qui font partie de cette classe, et en particulier les objets attributs. Par exemple, en cliquant sur le triangle devant la classe plat, je dévoile l'ensemble des attributs de cette classe. Comme cette vue affiche une arborescence, j'ai mes autres classes plus bas. Refermons cette liste des attributs de la classe plat. Que se passe-t-il alors pour notre classe film? Si j'essaye d'afficher la liste des attributs de film, je vois qu'il ne se passe rien. Le triangle pivote, mais je n'ai aucun attribut. Je vais donc ajouter un premier attribut en cliquant d'abord sur le bouton Ajout. Puis, je clique sur le signe plus devant la classe film. Et je confirme Ajouter un attribut. Comme pour la création d'une classe, Masao nous demande, avant toute chose, d'entrer l'identifiant du nouvel attribut. Comme pour l'identifiant d'une classe, l'identifiant de l'attribut ne peut contenir que des caractères alphanumériques et des traits d'union. Alors que l'identifiant d'une classe doit être unique parmi toutes les classes de Masao, l'identifiant d'un attribut ne doit être unique qu'à l'intérieur de la classe. On peut donc avoir deux classes qui ont chacun un attribut avec le même identifiant. On pourrait par exemple avoir les classes film et livre, et les deux classes peuvent avoir un attribut dont l'identifiant serait title. Notre premier attribut va donc être le titre du film, et je vais lui donner l'identifiant title. Nous voyons maintenant sous la classe film notre premier attribut title. Pour chaque attribut, on voit son icône en forme de petite goupille, l'identifiant de l'attribut, ici title, et le type de l'attribut, ici text. Par défaut, tout nouvel attribut est de type texte. Comme pour une classe, nous avons la propriété nom de l'attribut, et l'on va noter titre du film. Et voilà pour notre premier attribut. Nous avons donc l'identifiant, le nom, et par défaut, le type de l'attribut est texte. Maintenant que l'attribut a un nom, on voit que dans la barre de titre, nous avons le nom de la classe suivi du nom de l'attribut. Les noms des classes sont entre crochets simplement pour mieux visualiser et distinguer le nom des classes. Dans la liste des classes et attributs, c'est toujours l'identifiant de l'attribut qui est indiqué. La raison en est que lorsque l'on écrit du code Lisp qui utilise les propriétés des instances, c'est-à-dire les identifiants des attributs, il est facile de rapidement retrouver l'identifiant que l'on recherche à travers cette liste. Faisons une nouvelle tentative pour créer une instance de film. Ok, c'est déjà beaucoup mieux car j'ai maintenant ma première propriété titre de film. Je vais donc de suite écrire le titre du film que l'on a vu chez Bob, c'est-à-dire Superman. Bien, j'ai introduit le titre du film, mais dans ma liste des films et dans la barre de titre de l'instance, j'ai toujours Nouveau film. Et oui, je n'ai pas encore défini dans ma classe Film
quel était le titre d'une instance film. Je retourne donc dans la classe film et j'ai ici, dans la partie description d'une instance, la propriété titre d'une instance. C'est donc ici que je dois indiquer que j'aimerais que le titre du film soit le titre de l'instance. La valeur de cette propriété est du code Lisp. Il faut donc respecter la syntaxe de DataLisp que j'expliquerai en détail dans d'autres vidéos. Mais pour le moment, retenez simplement qu'il faut mettre un point devant l'identifiant de l'attribut que l'on veut utiliser. Et donc je note .title. Maintenant, on se rend compte de l'intérêt d'avoir l'identifiant de l'attribut affiché dans la liste des classes, car cela me permet de le noter ici sans faire d'erreur. En fait, cette notation .title signifie que je souhaite utiliser la valeur de la propriété title de l'instance courante comme titre de l'instance. Ce point devant l'identifiant est donc l'équivalent du self ou du this dans d'autres langages de programmation. Voyons de suite ce que cela donne. Et je vois maintenant que j'ai Superman dans ma liste des films et comme titre. Eh bien, ajoutons directement un deuxième attribut. Notre deuxième attribut va être l'année du film. Ajouter un attribut, et comme identifiant, je note year. Et je note maintenant le nom de l'attribut, année du film. Et comme type de données, je laisse pour le moment le type texte. J'entrerai dans le détail des différents types de données dans une autre vidéo. Mais pour le moment, je reste le plus simple possible. Ok, voilà ma deuxième propriété des films. Avant d'aller voir l'instance, je vais directement ajouter dans ma classe que l'année du film est le sous-titre de l'instance. Et donc, comme pour le titre, je vais noter .year comme sous-titre. Retournons maintenant à notre instance de film et ajoutons l'année du film. Passons en mode édition et je vois ma propriété année du film. Je vais donc noter 1978. Et voilà, et je vais donc ici dans ma liste des films, le film Superman avec l'année 1978 notée en sous-titre. Maintenant que l'on est déjà un peu plus familiarisé avec les attributs, je vais directement modifier le nom d'un attribut dans la classe plat. En effet, si on ouvre une instance de la classe plat, par exemple notre magret de canard, on voit que le nom de la propriété désignation est encore désignation du produit. Eh bien, nous allons de suite corriger cela. Allons dans les classes et ouvrons la liste des attributs de notre classe plat. Cliquons sur l'attribut désignation et là on voit que le nom de l'attribut est désignation du produit. On peut modifier cela en mettant désignation du plat. Et maintenant, nous avons désignation du plat, magret de canard. Ok, nous avons donc notre événement, dîner chez Bob, et notre film, Superman. Le but maintenant est de relier le film Superman à l'événement Dîner chez Bob. Pour cela, nous allons ajouter un troisième attribut dans cette classe film, et cet attribut sera un lien vers une instance de la classe événement. Ou plutôt même une liste de liens vers des événements, car on peut imaginer que l'on revoit le même film plusieurs fois à l'occasion de différents événements. Retournons donc dans l'onglet Classe et ajoutons un troisième attribut dans notre classe Film. Et comme d'habitude, Masao me demande l'identifiant du nouvel attribut. Et cette fois-ci, je note List Events. Je rappelle qu'un identifiant ne peut pas contenir d'espace, et c'est pourquoi j'utilise le trait d'union, ce qui rend l'identifiant plus lisible. Maintenant, je précise le nom de l'attribut. Je pourrais simplement indiquer Liste des événements. Mais comme vous allez le constater par la suite, il vaut mieux donner un peu plus de sens au vrai rôle qu'aura cette propriété dans l'instance film. Je vais donc indiquer « Regarder », car cette propriété donne la liste des événements durant lesquels ce film a été regardé. Je veux donc vraiment indiquer que le film a été regardé durant ces événements. Ok, par défaut, notre attribut est de type texte. Il faut que je change cela en liste de liens vers des instances.
Je repère cette propriété type de données et je clique sur la valeur qui est pour le moment texte. J'obtiens une longue liste de possibilités. Je vais toutes les expliquer dans une prochaine vidéo. Mais pour le moment, je choisis simplement liste de liens vers des instances. On se rend compte alors que certaines propriétés qui suivent la propriété type de données ne sont plus les mêmes. J'ai maintenant la propriété lien vers la classe. Cette nouvelle propriété me permet de préciser mon choix de lien vers des instances et de dire que je veux que ce soit des instances appartenant à la classe événement. Je clique donc sur ce bouton Objet et je choisis la classe événement. Voilà, j'ai donc mon attribut Regarder qui est une liste de liens vers des instances de type événement. Alors voyons voir ce que cela donne pour notre film Superman. Passons en mode édition. Et effectivement, j'ai mon troisième attribut Regarder. Et il affiche un bouton de type événement qui me permet de choisir un événement. Je clique sur le bouton et je choisis le seul événement que j'ai pour le moment, Dîner chez Bob. Je quitte le mode édition. Et voilà, j'ai donc mon film Superman que l'on a regardé durant le dîner chez Bob. La propriété Regarder contient donc un lien vers l'événement Dîner chez Bob, sur lequel je peux donc cliquer. J'ouvre ainsi l'événement, mais je ne vois pas le lien inverse. En fait, Mazao maintient automatiquement en interne le lien inverse. Mais si on veut afficher ce lien, comme ici dans l'instance événement, il faut ajouter dans la classe événement un attribut un peu particulier qui permet d'afficher ce lien inverse. Retournons donc dans l'onglet Classe et ajoutons cette fois-ci un nouvel attribut dans la classe événement. Je confirme que je veux ajouter un attribut dans la classe événement et comme d'habitude, Mazao me demande l'identifiant du nouvel attribut. Je vais donner comme identifiant le mot List Movies. Ce nouvel attribut, List Movies, se place à la fin de la liste des attributs déjà existants dans la classe événement. Notre attribut List Movies se trouve juste derrière List Contact. On peut voir la différence de couleur de la petite goupille, qui est noire pour les attributs que je crée et qui est brune pour les attributs prédéfinis de Mazao. Je donne ici comme nom de l'attribut Film Regarder. Je veux que cet attribut affiche le lien inverse de celui qu'on a créé précédemment. Le type de l'attribut n'est donc plus vraiment une donnée. Ici, l'utilisateur ne doit fournir aucune nouvelle information. En fait, je désire afficher une information qui se trouve déjà implicitement dans la base de données. Je vais donc modifier le type de l'attribut Données et non pas le type de données comme on l'a fait précédemment. Et pour ça, je vais donc cliquer sur la valeur Données du type de l'attribut. Et j'obtiens une liste qui affiche les différentes possibilités. Je vois ici lien inverse et c'est ce que je choisis. La propriété type de donnée a maintenant disparu, car cet attribut n'est plus une donnée. Par contre, j'ai une nouvelle propriété qui est apparue et qui me permet de préciser l'origine du lien. Et là, le bouton me montre l'icône d'un objet attribut. Cela va donc me permettre de préciser exactement l'attribut qui contient le lien que je veux inverser. Je clique sur ce bouton Attribut et j'obtiens la liste des attributs possibles. Ces attributs possibles sont uniquement les attributs qui contiennent un lien vers cette classe événement. Je vois que les deux premiers attributs sont grisés. Cela veut dire que le lien inverse est déjà affiché. En effet, dans la liste des attributs de la classe événement, je vois ici le lien inverse plat événement et ici le lien inverse contact événement. Je choisis donc celui qui m'occupe, Film Regarder. Et voilà. Voyons maintenant notre événement. Et nous avons notre propriété Film Regarder avec la valeur Superman 1978. Bon, comme on n'a rien précisé quant à la manière dont on veut afficher cette propriété, Mazao utilise l'affichage par défaut, à savoir le nom de la propriété et sa valeur. Pour modifier la visualisation d'une propriété, il faut écrire un peu de code Lisp. Cela ne fait donc pas partie de cette vidéo. Et j'expliquerai comment modifier l'aspect d'un attribut après la vidéo qui introduit le langage DataLisp. Cet attribut de film Regarder contient donc un lien vers l'instance Film Superman. Je peux cliquer sur ce lien pour afficher l'objet film. De là, si je clique sur l'événement Dîner chez Bob, je reviens à mon point de départ.
On approche tout doucement de la fin de cette vidéo. Nous avons donc vu comment créer une classe et comment y ajouter des attributs. Nous avons ensuite utilisé des attributs texte, ajouté un attribut lien vers des instances et également un attribut lien inverse. À propos des liens et des liens inverses, lors de l'utilisation de l'application, on ne sait pas voir si un lien est un lien direct ou un lien inverse. Et c'est d'ailleurs le but. Lien et lien inverse apparaissent de manière identique. Créons par exemple un second film, disons Superman 2. Et je ne vais pas introduire l'événement ici. Retournons à notre événement Dîner chez Bob. Nous savons que la propriété Film regardé est un lien inverse, mais cela ne fait aucune différence quant à l'interface utilisateur. Je peux entrer en mode édition et ajouter un film dans la liste comme si c'était un attribut de type liste de liens vers une instance film. Je vais ajouter le film Superman 2. Et voilà, nous avons donc regardé 2 films lors du dîner chez Bob. Ah, je n'ai pas encore parlé de l'ordre des éléments dans la liste. Pour le moment, cet ordre n'est pas défini et est donc quelconque. Si je veux pouvoir modifier l'ordre des films manuellement, je dois l'indiquer au niveau de la définition de cet attribut film regardé. Je retourne donc dans l'onglet Classe et je replace l'attribut film regardé en mode édition. Et là, je constate que sous la propriété origine du lien, j'ai la propriété ordre des éléments. Je clique donc sur la valeur ordre des éléments et je choisis manuel. Puis, je clique OK pour quitter le mode édition. Maintenant, dans cette liste, les liens pourront être organisés manuellement. Retournons dans notre événement. Et nous voyons maintenant une petite poignée qui permet de déplacer les films dans la liste. Plaçons donc Superman 2 en dessous de Superman. Et voilà mes 2 liens organisés comme je le souhaite. Bien, je clique sur le film Superman 2 et j'affiche l'instance qui possède automatiquement le lien vers l'événement. Et voilà, ceci termine cette vidéo qui a été réalisée avec les versions 1.04 de Mazao et de Datalisp. Un tout grand merci de l'avoir regardé. Je remercie également toutes les personnes qui m'envoient des commentaires, c'est toujours très utile. Soyez donc nombreux à continuer à le faire. Passez une merveilleuse journée et à très bientôt.